Bonjour, nous nous retrouvons pour la prise en charge de notre patiente obèse. La prise en charge va reposer sur la balance entrée-sortie énergétique. Donc on va chercher à diminuer les apports alimentaires et à augmenter la dépense énergétique à travers l'activité physique. L'activité physique augmente bien la dépense énergétique, mais l'ampleur de cette augmentation varie en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort. Si on arrache une barre d'haltérophilie, on va dépenser 5 calories en une seconde, alors que si on marche pendant une heure, on va dépenser 100 kilocalories. En matière de contrôle du poids, la durée de l'effort prime sur l'intensité de l'effort. Il vaut mieux faire un effort peu intense mais prolongé, comme de la marche, du vélo, de la natation, plutôt qu'un effort très intense mais très bref, où finalement on va être capable de tenir l'effort pendant un temps limité et sur la quantité de calories consommées, on ne va pas être capable de consommer énormément pour contrôler le poids. Donc nous allons privilégier des efforts peu intenses, essentiellement de la marche, pour des patients qui sont souvent peu sportifs. Et le bénéfice va être d'autant plus grand que le patient est au départ très sédentaire. Vous avez ici la courbe dose-réponse de l'effort physique sur le bénéfice en termes de santé. Et vous voyez que si vous partez quasiment de rien, un tout petit effort supplémentaire va entraîner des grands bénéfices, alors que des patients qui sont déjà entraînés vont gagner relativement peu en augmentant leur charge d'entraînement. Donc c'est assez encourageant pour les patients obèses. Alors comment motiver un patient qui souvent n'a jamais fait de sport ? Il ne faut pas faire une prescription. Si vous faites une prescription, faites 30 minutes par jour de marche à pied, le patient va vous dire « je peux pas, j'habite à 50 km, j'ai un travail très prenant, je dois déposer les petits au judo, la petite à la danse ». Et finalement, au fur et à mesure qu'il argumente, il va se convaincre lui-même que c'est impossible de changer. Donc on procède plutôt par des questions ouvertes. À votre avis, qu'est-ce que ça ferait sur votre santé si vous faisiez un petit peu de marche dans votre semaine ? Donc là, il va vous répondre, peut-être que je serais moins essoufflé, peut-être que ça m'aérerait l'esprit. Vous faites une écoute réflexive, vous rebondissez un petit peu sur ces mots, et vous dites, vous dites que ça pourrait peut-être vous faire du bien. Donc, à quel moment vous pourriez mettre dans votre semaine un petit moment de marche ? Est-ce que à l'heure du déjeuner, ou est-ce qu'on allait chercher le pain, ou déposer les enfants à l'école ? Donc vous cherchez des pistes avec lui. Si ça ne marche pas, vous ne le culpabilisez pas. C'est pas grave, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, on en reparlera la prochaine fois. Il faut le faire quand on le sent. Si ça marche un peu, vous valorisez, c'est une chose positive que vous arriviez à faire ça. Et finalement, vous essayez de faire un contrat réaliste avec lui. Un contrat avec un objectif à la fois, pas trop ambitieux. Il faut dire, vous pensez que vous pouvez marcher 15 minutes chaque jour non, mais si vous ne le sentez pas, on peut mettre que 10 minutes. On se met d'accord sur 10 minutes et puis la prochaine fois, on en reparle et puis vous me dites ce que ça a donné. Et avec cette méthode, vous arriverez beaucoup plus à faire changer les gens, car il est important que les patients aient confiance en eux et ne se sentent pas en échec et en culpabilité pour pouvoir changer de comportement de vie. Sur le plan nutritionnel, notre objectif, ça va être l'équilibre alimentaire, en amenant progressivement le patient vers cet équilibre et en tenant compte de ses habitudes. Il faut éviter les frustrations. S'il a l'habitude de boire 1 litre de Coca-Cola par jour, on ne va pas lui supprimer d'un coup, on va lui dire est-ce que ce serait possible qu'une bouteille elle tienne 2 jours par exemple, ou 1 jour et demi. On veut absolument éviter les frustrations qui vont être un facteur de rechute, et la rechute va être un facteur de perte de confiance et d'échec à long terme. On ne prescrit pas de régime, pas d'alimentation standard, il n'y a pas d'interdit. On parle juste de la fréquence de prise alimentaire. Rien n'est mauvais, tout doit être ajusté à la fréquence en fonction de la qualité de l'aliment. On essaye de limiter le nombre de collations, les goûters, les petites collations entre deux.
Je vous renvoie au site mangerbouger.fr où il y a une partie professionnelle qui donne des fiches pratiques pour les médecins et des conseils pratiques sur la partie publique pour les patients. Je vous rappelle que vous ne devez pas engager des conseils nutritionnels chez un patient qui a des compulsions ou de l'hyperphagie boulimique, car vous risquez d'aggraver les troubles du comportement alimentaire. Vous devez d'abord l'envoyer chez le psychologue. Qu'en est-il des régimes restrictifs et des substituts de repas ou des repas tout faits livrés à domicile où vous n'avez plus rien à faire? Tous ces régimes sont en général très hypocaloriques, donc ils sont relativement efficaces à court terme. Donc si vous suivez un régime du genre perdez 4 kg avant l'été, vous prenez vos substituts de repas, vous perdez 4 kg en un mois. Si on regarde la composition corporelle, les patients ont perdu 2 kg de graisse, 2 kg de muscle. 6 mois plus tard, vu qu'ils avaient perdu du muscle et de la graisse, ils ont eu faim, ils ont arrêté leur régime parce que ce genre de substitut ou de régime très restrictif, on ne peut pas les tenir très longtemps. On peut les tenir 6 mois, 1 an, 2 ans, mais grand maximum. Et l'appétit est stimulé au moment de la reprise alimentaire normale. Et tant que la masse maigre est relativement basse, on va avoir faim. Et l'ennui, c'est que la masse grasse se dépose plus facilement, car le coût énergétique de dépôt des lipides dans l'organisme est beaucoup plus faible que pour les protéines. Et donc on va déposer plus facilement de la graisse que du muscle. Et 6 mois après, on se retrouve avec 5 kg de plus, 3 kg de graisse et 2 kg de muscle. Finalement, pour avoir restitué sa masse maigre initiale, c'est au prix d'une masse grasse plus élevée. Et si vous répétez plusieurs fois l'expérience, c'est l'effet yo-yo et on peut retrouver quelqu'un qui n'avait pas vraiment de problème de poids, qui a fait un régime à visée esthétique et qui se retrouve en vraie obésité parce que cette personne a enchaîné les régimes restrictifs. Donc c'est à éviter absolument. Alors qu'en est-il des médicaments? Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de très utilisable en matière de médicaments. Le Mediator a été un médicament antidiabétique qui faisait perdre du poids de façon collatérale et qui a été très utilisé. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que cela a entraîné beaucoup de morts par des toxicités cardiaques de ce médicament. On a eu pas mal d'espoir sur un médicament qui jouait sur les récepteurs cannabinoïdes car il diminuait l'envie de manger. L'ennui, c'est que ça diminuait aussi l'envie de vivre et il y a eu trop de suicides et le médicament a été retiré du marché. Alors il reste sur le marché un médicament qui s'appelle Ali ou Xenical, qui est un inhibiteur des lipases intestinales. Donc quand vous prenez de la graisse, la lipase qui est inhibée empêche l'absorption des lipides et cela donne au patient une stéatorée qui peut ne pas être très confortable car vous voyez sur cette affiche américaine, il est indiqué que vous avez peut-être intérêt à vous munir d'un pantalon de rechange si vous prenez le médicament. Globalement, c'est un médicament qui donne un inconfort digestif mais qui a une efficacité qui est assez modeste et de durée limitée, c'est-à-dire que dès que vous arrêtez le médicament, vous reprenez le poids perdu et pour des pertes de poids qui restent quand même très modérées. Donc finalement, on ne peut pas vraiment recommander de médicaments en matière de prise en charge de l'obésité. Tout ce qui semblait avoir une efficacité est toxique et ce qui n'est pas trop toxique est peu efficace. Alors vous revoyez votre patiente 6 mois après et elle n'a pas perdu de poids. Elle a fait des adaptations alimentaires et un peu plus d'activité physique et elle stagne. Donc elle vient vous voir et elle vous demande de la chirurgie. Que répondez-vous? Alors la chirurgie bariatrique est une technique qui est très efficace en matière de perte de poids, qui améliore également la survie et les comorbidités. Mais cette technique a des inconvénients, entre autres une mortalité opératoire qui n'est pas nulle, des effets secondaires digestifs à long terme qui ne sont pas négligeables. Et donc, pour accéder à cette chirurgie, il faut cocher toutes les cases, à savoir un IMC supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec des comorbidités, ce qui n'était pas le cas de notre patiente, donc elle n'est pas éligible à la chirurgie.
Il faut également avoir une maladie d'obésité stable ou s'aggravant, avoir un échec d'une prise en charge médicale depuis plus de 6 mois, et enfin n'avoir pas de contre-indication opératoire, car ce sont des chirurgies qui peuvent avoir quand même des complications, en particulier cardiovasculaires et de thrombose embolie pulmonaire et phlébite. Voilà, donc pour finir, l'obésité nécessite une prise en charge transdisciplinaire, nécessite de mettre en place un changement très progressif du mode de vie et d'utiliser l'entretien motivationnel, car le patient doit être le premier acteur dans cette prise en charge, étant donné qu'on n'a pas de traitement médicamenteux efficace. Merci.